Casa Jeunesse Forum. Écouter, comprendre, agir. Alors, c'était très bien cette leçon inaugurale. Nous avons senti que la salle a bougé. Et donc, merci beaucoup, Monsieur Bruno Jean-Richard Etoua, pour ta leçon inaugurale. Et nous voulons aussi remercier des partenaires qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette première édition, à savoir Brooks Brothers, Burotop Eris et Eco Hall. Grand merci à eux pour leur accompagnement. Après l'annonce inaugurale, en se mettant dans la peau de jeunes, nous savons que nous avons envie de nous exprimer. Peut-être de poser des questions, peut-être de faire des apports. Et très chers jeunes, je veux vous dire que maintenant, vous allez être acteurs. Parce que dans une minute, nous allons installer le premier panel. Et ce panel est sur la formation professionnelle. Tous les problèmes que la jeunesse rencontre. Les conditions des formations, l'inadéquation des formations que nous avons, les problèmes d'orientation. Et vous aurez le droit de poser des questions et aussi de faire vos apports. Mais avant tout, vous allez écouter des panélistes qui vont, eux, apporter leur point de vue sur cette question de la formation professionnelle. Pour ce, je vous prie d'accueillir le modérateur qui, lui, installera ce premier panel. Lui, c'est Ugor Cameroun, sous vos applaudissements. Les panélistes. Panel formation professionnelle. Animateur Ugor Cameroun. Nous rappelons que nous entrons de plein pied dans le premier panel, essentiellement consacré à l'importance de la formation professionnelle et qualifiante. Et pour ce, j'aurai ici devant trois invités, trois panélistes avec qui nous discuterons de cette question de fond en comble. La voix va devoir annoncer les autres panélistes. Dans le cadre de mon cursus universitaire et professionnel, j'ai eu à obtenir donc une licence en sciences, économie et gestion et par la suite obtenir un master en finance d'entreprise. Aujourd'hui, je totalise approximativement 10 ans d'expérience dans le monde professionnel, 2 ans à l'extérieur et aujourd'hui 8 ans dans le secteur bancaire, plus précisément dans le domaine de la gestion des risques bancaires. Je m'appelle Aïsbert Onyangue, je suis senior risk analyst à Ecobank Congo. Monsieur Onyangue, bonjour et bienvenue à vous. Prenez place. Je suis un coach en développement personnel, consultant, conférencier. J'accompagne via mon cabinet l'Evolus Consulting, spécialisé dans la formation, du conseil et du coaching, que ce soit pour les entreprises, les organisations, mais aussi des individus, des particuliers qui ont des projets, qui ont besoin d'aller vers une certaine évolution de la vie. C'est aussi une cible pour nous. Je suis Alban Bess. Coach, bienvenue à vous. Prenez place sur le cube bleu, s'il vous plaît. Accueillons Monsieur Léon Juste Ibombo, ministre des Postes et Télécommunications. Sous vos applaudissements. Monsieur le ministre, bienvenue à vous dans ce forum. D'emblée, je voudrais commencer par la lecture de cette magnifique citation de Napoléon Hill, qui dit, je cite, « Le chemin vers la réussite passe par l'apprentissage continu de nouvelles connaissances. » Fin de citation. Vous conviendrez avec moi combien l'auteur
met l'accent sur la formation continue comme pivot de la réussite en tout genre. Chez nous, depuis l'avènement de la Nouvelle République, le gouvernement congolais consacre 25% de son budget général à l'éducation nationale, à savoir l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Sur le marché de l'emploi, les étudiants sortant de l'université Marien-Ngouabi représentent à cet effet 60% des diplômés sans emploi, selon des rapports établis en 2016. Ce qui veut dire qu'il y a plus d'étudiants formés avec des diplômes, mais il leur manque des emplois. Suite aux propositions de réponse à certaines urgences des temps présents, le président Denis Sassou Nguesso s'était engagé à préparer les jeunes à l'emploi par la formation qualifiante. Aujourd'hui, la question est de savoir quelle est l'adéquation entre la formation et l'emploi. Quelle est l'importance de la formation professionnelle et qualifiante? En passant, nous prendrons le cas d'un secteur qui est celui du numérique avec M. le ministre Léon Juste Ibombo. Le système éducatif est-il à faire évoluer? That is a question. Autant de questions justement auxquelles nous tenterons de trouver les réponses entre nous, puisqu'il s'agit d'un forum. Ensemble, nous poserons les questions, ensemble, nous tenterons d'y répondre. Mais juste avant, nous allons faire un tour d'horizon. Question de donner justement la parole à chaud à nos panélistes pour pouvoir nous donner leur avis sur ce que leur inspire le thème de ce panel, l'importance de la formation professionnelle et qualifiante. Monsieur le ministre Léon Juste Ibombo, que vous suggère cette thématique? Merci déjà pour l'invitation. Je voudrais dire d'emblée que le terme général de ce forum est très interpellateur parce que lorsque je vois, c'est marqué « jeunesse, moteur de développement d'une nation ». Évidemment, c'est la jeunesse qui doit apporter le dynamisme nécessaire pour bâtir une nation. Donc, d'emblée, je dirais que je suis très heureux de participer à ce forum, de pouvoir aussi exposer sur un thème qui concerne l'unique et la seule révolution que l'Afrique n'a pas le droit de rater, que c'est la révolution numérique, la révolution du digital. Voilà, donc voilà mes premières impressions. Donc, ce qui est important de relever avant de rentrer dans le thème, pour moi, c'est d'abord, c'est quoi c'est la formation? La formation, c'est déjà un ensemble de procédés, un certain nombre de méthodes que l'on met en application pour pouvoir acquérir des compétences et des qualifications. C'est d'abord partir de la base. Deuxième des choses, la question de la formation, il faut savoir qu'il existe 3 types de formations. Les formations diplômantes, il y a les formations certifiantes et les formations qualifiantes. Donc, à chaque niveau de formation, il y a un degré d'implication qui est différent, mais la finalité reste la même, c'est l'acquisition de compétences et de qualifications. Merci pour la parole. Je pense que ce que je peux dire par rapport à la formation, c'est que la formation, c'est un processus d'apprentissage pour tout individu, pour aller chercher un savoir, ça veut dire un ensemble de connaissances, savoir-faire, les compétences, savoir-être, les attitudes. Et tout ça dans un but précis d'exercer un métier, une activité professionnelle. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous ouvrons donc les échanges sur ce thème du panel 1. Nous nous adressons à vous, Monsieur le Ministre. Le secteur de l'économie numérique est un secteur justement qui crée beaucoup de richesses. Nous voudrions savoir qu'en est-il de l'emploi des jeunes dans votre secteur? Mes chers amis jeunes, mon intervention va porter sur l'expérience de la formation qualifiante, le cas du secteur du numérique. Il faut d'emblée dire qu'une formation qualifiante est un renforcement de capacité, généralement de courte durée, qui ne débouche pas nécessairement par un diplôme, afin de permettre, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'acquisition d'une qualification professionnelle. Mais cette qualification professionnelle, c'est dans un secteur
donnée. Ce type de formation permet ainsi de se perfectionner dans un corps de métier, de gagner en créativité et technicité, et ainsi devenir capable d'assumer les fonctions managériales, d'acquérir, ce qui a été dit, le savoir-faire, mais surtout le savoir-être. Au terme de la dite formation, très souvent, une attestation est délivrée à l'intéressé. L'économie numérique, pour sa part, qu'est-ce que c'est que l'économie numérique? L'économie numérique englobe les activités économiques et sociales qui sont activées à travers les plateformes. Encore mieux, les systèmes d'information. On parlerait des ordinateurs, des tablettes, des smartphones. L'économie numérique, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, reste l'un des rares secteurs dans lequel le continent africain a réussi à réduire son retard par rapport aux autres pays industrialisés. De nos jours, on ne peut plus parler de développement sans parler du numérique. Le gouvernement, pour sa part, a adopté un programme national de développement 2018-2022 qui accorde une place importante au développement du capital humain. Cette formation qualifiante, le gouvernement accompagne la formation qualifiante des jeunes puisque c'est un axe central du projet de gouvernement. Avec cette formation qualifiante en poche, le jeune peut monter sa start-up et participer activement au développement de l'économie nationale. Il s'agit ici d'abord d'autonomiser les jeunes. D'autonomiser les jeunes à travers une formation qualifiante qui permettra aux jeunes d'accéder directement au marché de l'emploi. Écoutez-moi bien, chers jeunes, le numérique a cassé toutes les frontières. Avec le e-commerce, le e-commerce représente aujourd'hui, pour vous très chers jeunes, le e-commerce, je ne cesse de le dire, le commerce en ligne représente un vivier important de création d'emplois, de création de richesses. Parce que de plus en plus les gens achètent en ligne. Et moi-même, je suis un adepte d'achat en ligne. Nous allons y revenir, d'accord. Monsieur le ministre. Je m'arrête là, puisqu'on parle plus d'échanges, mais je tiens à préciser Merci. que parmi les 6 axes, les 6 engagements du gouvernement, 2 engagements concernent la jeunesse. Vous regardez directement l'engagement sur la formation qualifiante et l'engagement sur l'arrimage de notre pays à l'économie numérique. Merci. Merci à vous aussi, Monsieur le ministre. Nous allons accorder la parole au coach Alban Bess. Coach Alban, Oui. L'initiation au métier et des compétences est-elle la panacée pour résorber le chômage des jeunes? Alors, le chômage, c'est un grand sujet. Je pense que c'est un sujet qui concerne pas particulièrement le Congo, mais beaucoup de pays en Afrique, même au-delà de l'Afrique. Mais je pense que pour résoudre ce problème, effectivement, il y a des pistes de solutions. On peut penser à l'initiation au métier. Parce tout le monde va à l'école, mais tout le monde n'a pas la chance, par exemple, d'arriver jusqu'au bout de la démarche, de sortir de l'université, par exemple. Et donc, on peut orienter ces personnes vers l'apprentissage des métiers. Parce qu'il faut aussi le savoir que tous ne pourront pas être dans un bureau, on ne peut pas être tous aussi dans un domaine comme dans l'autre. Donc, il y a des gens qui sont faits pour apprendre des métiers rapidement pour gagner leur vie. Et donc, je pense que ça, c'est l'une des solutions pour apporter des réponses liées au chômage des jeunes. Nous allons reposer la question à M. Onyangue. Alors, M. Onyangue, dites-nous, vous qui êtes travailleur, vous êtes jeune et vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes pris comme un spécimen, un prototype, un modèle dans votre parcours. Alors, dites-nous, est-ce capital de privilégier une adéquation entre formation
et emploi? Si oui, pourquoi et comment? Effectivement, la question est très importante. Pourquoi? Parce que, si je prends de ma propre expérience, quand je suis arrivé en année de licence dans un cursus académique, je me suis rendu compte d'un fait très simple, c'est que le cursus académique que j'avais ne me permettait pas d'avoir une vue sur ce qui se passait réellement dans le monde de l'entreprise. Et ça m'a mené à prendre une décision, c'était choisir un cursus axé sur le professionnel. Donc j'ai intégré une école de commerce dans laquelle j'avais un rythme qu'on appelle alternance. Donc il y avait 3 jours en entreprise et 2 jours de cours. Mais très vite, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en intégrant ce rythme-là, ce que j'apprenais et ce que je pratiquais dans le cadre de mon cursus à l'école, j'étais plus à même de pouvoir faire le palliatif entre la théorie apprise en cours et la pratique. Je vais prendre un exemple simple, je crois qu'il y a des financiers dans la salle. Vous faites un cours de comptabilité, on vous dit débiter le compte de charge pour créditer le compte de fournisseur. Dans la pratique, enfin dans la théorie, bon, vous voyez la chose, mais vous ne réalisez peut-être pas l'impact que ça peut avoir dans le cadre de l'exercice de votre métier quand vous débitez le mauvais compte. Parce que si vous débitez le mauvais compte, derrière, il y a d'autres types d'implications. Donc l'importance même de pallier justement l'aspect théorique appris dans le cadre de la formation et l'aspect pratique dans l'entreprise revêt une véritable importance aujourd'hui pour un jeune. Pourquoi? Parce que une fois que vous êtes inséré dans le monde professionnel, vous avez le devoir de prouver que le diplôme que vous avez acquis, il faut le défendre. Il faut le défendre. Donc, ce qui nous conduit justement à la problématique de l'orientation. Coach Alban, qui est coach en entreprise, pour nous parler de l'orientation en ce qui concerne la formation professionnelle et qualifiante. Ok. La question d'orientation, je pense que c'est vraiment une question fondamentale. Parce que je parle de moi aussi, par exemple. J'ai fait l'université, j'ai pas été orienté. Ma mère travaille à l'université. Elle me dit, il faut que tu ailles à la fac de sciences. Non, sciences économiques. Je suis parti, j'ai fait 3 ans là-bas. Après, j'étais toujours en guéguerre avec ma mère parce qu'elle voulait que je fasse en termes de prestige pour elle. Mais après, j'ai quitté l'université, je suis parti au Maroc, j'ai fait une autre formation. Après, j'ai commencé à faire un peu l'alternance aussi. Et ensuite, je suis parti en France. Et c'est là où j'ai trouvé le sens dans ce qu'il fallait que je découvre le ce pourquoi j'étais fait. Je devais atterrir dans quel métier. Et donc, c'est important, la question d'orientation. Je le dis parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'être orienté. J'ai fait de l'auto-orientation. Mais par contre, aujourd'hui, par exemple, dans mon cabinet, nous avons un réseau, le réseau GAL Consulting. C'est un réseau dans lequel nous travaillons. Et le siège se trouve à Nantes. Et aujourd'hui, faisons de l'orientation pour des élèves et étudiants qui aspirent à poursuivre par exemple des études en France, parce que nous travaillons avec des universités françaises. Pas plus tard, le mois dernier, nous étions par exemple à Campus France, nous étions au service CAC à l'ambassade pour présenter un peu les services que nous offrons aux jeunes, mais c'est un projet commun parce que ce sont les parents qui prennent en charge les enfants. Donc la question d'orientation est fondamentale si on veut savoir dans quel métier on va se retrouver demain. Monsieur le ministre, justement, qui voudrait dire quelque chose sur la question de l'orientation. Je vais dire en deux mots. Mais on parle d'orientation. Mais vous avez aujourd'hui un moteur de recherche qu'on appelle Google. Mais l'Internet aujourd'hui vous donne des possibilités de pouvoir acquérir le savoir. Vous allez dans Google, vous savez, lorsqu'on implémente des infrastructures qui coûtent extrêmement cher, c'est pour créer ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on peut tout, il y a une utilisation. Mais si vous voulez savoir, par exemple, vous orienter dans quel secteur d'avenir, quel secteur demain
serait un secteur pilote? Quels sont les secteurs qui vont créer plus de richesses? Mais allez-y dans un moteur de recherche comme Google. Merci, Monsieur le ministre. C'est un conseil. Nous restons sur vous, Monsieur le ministre. Une autre question nous vient à l'esprit. Vous tapez dans Google orientation des métiers d'avenir. On va vous lister. Merci, Monsieur le ministre. Nous restons avec vous une minute, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Nous souhaiterons savoir, Monsieur le ministre, vous avez eu l'occasion de séjourner longtemps à l'étranger. Nous souhaiterons savoir si, par le passé, vous avez vous aussi bénéficié d'une bourse de l'État pour vous accompagner dans vos études. Bon, moi j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, dans le temps, on avait la bourse automatiquement. Voilà. Lorsque j'ai eu mon bac, après je suis allé à l'université Marien Ngouabi. On a été dans la première faculté de sciences politiques de l'université Marien Ngouabi. Et après, je suis allé en France. Mais en France, je n'ai pas bénéficié de la bourse. De l'État. De l'État. Et comment avez-vous Pour fait pour vos études? ceux qui vont dans Google, moteur de recherche, vous allez voir comment j'ai financé mes études en France. Eh bien, je vais vous dire, sans complexe, moi j'ai été vigile à Carrefour Ormesson. J'ai été vigile à Créteil-Soleil. J'ai été vigile à BHV. Et j'ai vendu de la sérigraphie. La sérigraphie à Paris. Et j'ai été opérateur de backlog, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui les télémarketing. Voilà. Voilà. J'ai fait tout ça pour financer mes études. Mais j'ai même été plongeur. À Campanile Hôtel, j'ai lavé les assiettes pour payer mes études. Sans complexe. Merci, Monsieur le ministre. Comme qui dirait, il n'y a pas de saut métier. Cela vous a forgé. La preuve, vous êtes aujourd'hui ministre. Ovation pour ce parcours élogieux. Ovation. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Asper Onyangue. Merci. Je voulais revenir sur ce que le ministre a dit tout à l'heure concernant le moteur de recherche. À mon sens, je crois que la question, elle se pose à deux niveaux. À mon sens, ça se pose à deux niveaux. Il y a d'abord l'implication du jeune lui-même qui a un devoir de recherche pour connaître quelles sont les bonnes orientations qu'il doit prendre dans le cadre du cursus universitaire ou professionnel qu'il va prendre, mais il y a aussi l'implication des pouvoirs publics dans l'accompagnement dans le cursus même. Je prends un exemple. Si on regarde en France, dès la seconde, on regarde les notes d'un jeune, on dit, bon voilà, lui il est fort en éco, il est fort en littérature, et on commence déjà à orienter le jeune par rapport à ce qu'on décèle comme compétence et comme qualification. Vous voyez? Et derrière, après, effectivement, il y a l'accompagnement. Pourquoi? Parce que ce jeune-là, il va constater que voilà, j'ai plus d'aptitude en littérature, donc peut-être que je suis plus orienté à faire des études en droit. Ou alors, j'ai plus d'aptitude à faire, je suis plus à l'aise avec les mathématiques, donc je suis plus à même à m'orienter dans des études doctorantes ou faire, je sais pas, un doctorat en mathématiques. Donc tout part d'abord de l'orientation à la base. Si derrière, il y a une mauvaise orientation, il n'y a pas d'accompagnement du jeune, effectivement, même si on veut être moteur de développement d'une nation, on aura des problématiques. On aura des problématiques. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, on arrive à la 4G avec le développement et en tout cas, je tiens à féliciter les pouvoirs publics pour ce qui est fait, mais il faut dire aussi que bon nombre de jeunes n'ont pas accès à Internet. Et pour justement leur permettre, en tout cas, je dis pas que c'est, en tout cas, je félicite pour ce qui est fait et j'encourage pour la suite, mais nous devons travailler à ce que justement, même à l'université, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, ben, les gens développent la culture de l'Internet, que ça devienne une seconde nature. Merci. Merci, Monsieur Onyangue. Non, je voulais dire ceci, il faut qu'on soit clair. Je n'ai pas dit que l'accompagnement scolaire ou universitaire ne doit pas faire son travail, non.
mais je dis en complément. Parce que le problème, c'est quoi? C'est d'abord de savoir quels sont les métiers d'avenir. Parce que si on ne connaît pas les métiers d'avenir, Alban nous a dit tout à l'heure que non, sa mère voulait que lui fasse peut-être économie, et lui, ça ne l'intéressait pas. Mais aujourd'hui, on a une possibilité de pouvoir savoir quels sont les métiers d'avenir. Et par rapport, j'ai suivi un peu votre cursus, vous avez commencé, après vous avez fait un master en finance d'entreprise. Voilà, parce que pour vous, vous dites que le secteur bancaire, ça peut être un secteur de croissance. Si aujourd'hui vous faites par exemple philosophie, c'est bien, les philosophes, oui. Mais est-ce que aujourd'hui, la philosophie, peut-être dans le cadre de l'enseignement, si vous voulez peut-être demain être un enseignant, un grand chercheur, mais il faut regarder quels sont les métiers d'avenir et aller dans le sens de s'orienter vers ces métiers d'avenir. Voilà ce que je voulais dire. C'est un complément. Évidemment, il y a des services dans les universités, les œuvres sociales existent, les services existent pour pouvoir accompagner justement les jeunes et regarder. Mais ici, il s'agit d'abord, vous savez, au Congo, on a 2 fois des offres d'emploi, même en France, hein. Lorsque vous allez dans les hôpitaux en France, la majorité des internes, ce sont les étrangers. Parce que les Français eux-mêmes ont délaissé. Ce qui revient à dire qu'on a des métiers, 2 fois, on a besoin de la main-d'œuvre, de la compétence, mais on n'a pas ces compétences. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de formation, parce qu'il y a manque de sachants dans le secteur. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on oublie d'appeler les compétences d'ailleurs. Dans le secteur qui est le nôtre de la téléphonie mobile, mais si on n'a pas les compétences, comment on va faire? On va importer les compétences ailleurs. C'est la loi. On a choisi un modèle de société et on est dans une société totalement libéralisée. Moi, j'encourage personnellement, j'encourage les jeunes, même moi-même, j'ai, au cours de ma carrière, eu à renforcer mes capacités dans un secteur donné. Moi, j'ai fait sciences politiques. C'est, on va dire, c'est quelque chose, c'est comme, on embrasse un peu tout, on a des connaissances un peu dans beaucoup de choses, dans beaucoup de secteurs, mais je me suis renforcé en gouvernance. Je me suis renforcé en gouvernance à travers, justement, des formations. On appelle ça des renforcements de capacités. Merci, monsieur le ministre. Voilà. C'est mon expérience. Avant de devenir ministre, j'ai travaillé à la Commission nationale de lutte contre la corruption, mais pour être un cadre, parce qu'après j'ai monté en échelon jusqu'à être chef de département, j'ai fait des formations, des renforcements de capacités. Merci, monsieur le ministre. Nous allons donner la parole au coach Alban. Coach, beaucoup de parents sont persuadés que l'avenir, la réussite professionnelle de leurs enfants, c'est justement d'aller étudier à l'extérieur, puis revenir au pays. Pensez-vous que le fait d'envoyer son enfant à l'extérieur constitue un gage pour l'employabilité de celui-ci à son retour? Alors, déjà, je pense que la question, elle est sensible parce que envoyer un enfant à l'étranger pour ses études, je pense que c'est pas déjà pour tout le monde. C'est question de vision. Et après, derrière la vision, il y a question de capacité financière. Parce qu'on n'envoie pas l'enfant, comme a dit le ministre, que parce que le ministre a un parcours, il a eu un parcours en France, ou parce que j'ai un parcours en France, que tout le monde aura forcément le même parcours. Donc, c'est vraiment des questions, à la base, il faudrait qu'il y ait une vision. Pourquoi on envoie son enfant aller étudier en France? Maintenant, la question d'aller apprendre, acquérir des savoirs et revenir dans son pays pour mettre cela à profit, c'est aussi question de choix. Question de choix, sinon le ministre ne serait pas là avec nous. Par exemple, sinon moi, je ne serais pas ici. J'aurais dû rester pour de bon à l'étranger. Mais c'est des questions de choix. Et je vais parler de moi parce que c'est important. Si je n'avais pas cet amour-là de dire que tout ce que j'ai pu amasser, et aussi dans cet exercice, je vais ouvrir une parenthèse rapidement que même si on part à l'étranger ou qu'on fasse ses études ici,
la question d'apprentissage reste permanente. D'accord. Coach, une autre question. Pensez-vous que l'étudiant qui a justement fait ses études à Mariengouabi et celui qui revient peut-être d'un de Lyon ou bien des États-Unis ont la même chance lors d'un entretien, dans une entreprise? Alors, alors, très belle question. Très belle question. Avant de répondre à la question, plutôt l'anecdote. L'anecdote, c'est que je parle du Congo. Je sais que je connais, je commence à m'actualiser un peu sur tout ce qui se passe au Congo. Il y a un problème de complexité déjà. Le fait que quelqu'un qui quitte l'étranger, qui vient à Brazzaville, et celui qui a pris au Congo, qui n'a jamais eu l'occasion ou l'opportunité de faire un pas à l'extérieur, il y a déjà question de complexité. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait repose sur à compétence égale. À compétence égale, on aura tendance à se pencher sur celui qui vient de l'extérieur. À compétence égale. C'est pour dire que c'est des choses qu'il faut régler parce qu'on peut trouver quelqu'un qui a pris un métier ou une formation ici, une formation qualifiante par exemple, et cette personne est compétente et que la personne qui vient de l'étranger n'a pas forcément ou peut avoir un élément qui le disqualifie si on les met en face, si on les mettait devant le fait accompli pour faire un travail par exemple en entreprise. Donc je pense que c'est des questions qu'il faut régler à plusieurs niveaux. Donc il y a la complexité, le complexe plutôt, il y a le côté aussi pour voir est-ce que la formation donnée ici à Brazzaville, elle était de qualité ou pas. Merci à vous, coach. Vous savez, moi j'aime bien complexe. Le complexe est décomplexé, Congo décomplexé. Il y a quelque temps, j'aimais toujours... Il y a la plus haute autorité de l'Union africaine qui est fière de dire qu'il a fait ses études à l'université Mariengouabi. C'est un Tchadien. Aujourd'hui, c'est lui qui gère l'Union africaine. Voilà. Mais les faits sont têtus. Tout à l'heure, vous aurez la parole. Chers jeunes, je vais vous donner la parole. Les faits sont têtus. C'est la réalité. Il s'appelle Fakim Mahamat, qui est la plus haute autorité de l'Union africaine, qui est fier, et il vient souvent ici, même dans cette même salle, il fait des discours, et il est fier de dire, moi j'ai étudié à l'université Mariengouabi. Moi, j'ai aussi étudié à l'université Mariengouabi. Merci, monsieur le ministre. Soyez pas complexés. Aujourd'hui, vous avez encore un instrument. Vous avez un instrument qui peut vous permettre justement de vous perfectionner. On appelle ça le e-learning. À l'université Mariengouabi, il y a même ce qu'on appelle, on l'a inauguré avec un opérateur et le ministère en charge de l'enseignement supérieur, le campus numérique. Monsieur le ministre, ça existe. Monsieur le ministre, quelles sont les chances d'un jeune qui n'a pas eu une véritable chance de pouvoir poursuivre son cursus scolaire? Quelles sont ses chances pour réussir? Les jeunes, si j'ai un seul conseil, c'est d'abord croire en soi. Le seul conseil, c'est de croire en soi. Quand vous avez, quelque part il est écrit, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Oui. Mais si vous ne croyez pas en vous, vous savez, il y a des coachs ici là. Si vous ne croyez pas en vous, comment est-ce que vous allez tenir face à l'entretien d'embauche? Si vous ne croyez pas en ce que vous êtes en train de faire, mais comment est-ce que vous allez évoluer? Mais qui va croire en vous? Si vous ne croyez pas en vous, qui croira en vous? Posez-vous cette question. Croire en soi, c'est ce qu'on retient. Monsieur Asperg, une dernière question pour clore avec ce volet où vous avez la parole. Ensuite, nous donnerons la parole aux participants. C'est un forum. Monsieur Asperg,
Comment peut-on préparer un jeune à réussir sa formation et être apte à l'emploi? C'est une question très importante parce que effectivement, dans nos entreprises, on est confronté parfois à ces réalités-là. C'est-à-dire que moi, je considère aujourd'hui qu'il y a 3 sphères qui ne communiquent pas ensemble. Ça, c'est mon point de vue. Vous avez la sphère de l'emploi des jeunes. Vous avez la sphère des entreprises qui ont aussi des attentes et des objectifs. Et vous avez la sphère des pouvoirs publics qui est là pour pouvoir structurer et mettre en relation les 3 sphères. Les jeunes ont une problématique, laquelle? C'est qu'au sortir de leur cursus universitaire ou professionnel, ils veulent s'inscrire ou entrer dans le monde du travail, dans la vie active. Les entreprises, elles, ont une autre problématique, c'est de dire j'ai besoin de trouver une main-d'œuvre bon marché, mais aussi qualifiée. Problème. Aujourd'hui, j'ai fait des recherches sur ça, j'ai vu qu'il existait un contrat d'apprentissage dans le Code du travail. C'est très bien. Mais quand on regarde après la question de l'applicabilité du contrat d'apprentissage, il y a un problème d'applicabilité. Or, nous, en tant qu'entreprise, quand on recrute un jeune en stage ou en contrat PED, il se passe que le jeune, il est pris pour une période de stage, maximum 6 mois. 6 mois et un jour, vous avez l'obligation de recruter le jeune en entreprise, vous le passez en CDI. Or, entre le premier et le 6e mois, le jeune, il est en train d'apprendre le métier. Donc, entre 4 et 6 mois, il commence à devenir mature, il commence à comprendre ce qu'il est en train de faire. Au bout du 6e mois, vous êtes obligé d'arrêter son stage. Donc, ça veut dire que vous repartez en tant qu'entreprise à la case départ, et là, vous devez reprendre un nouveau jeune que vous allez prendre pendant 6 mois. C'est la pratique courante de la plupart des sociétés de la place. Or, si on mettait en place un mécanisme à l'image de ce qui se fait ailleurs, dans les contrats d'apprentissage et des contrats d'alternance, où les entreprises prennent les jeunes sur des durées plus longues en entreprise, en échange peut-être d'allègement fiscal ou d'allègement d'impôts, pour le jeune qui est recruté, il gagne en compétences, parce que même s'il n'est pas recruté dans cette entreprise-là, au bout de la fin de son contrat, il a la capacité de repartir sur le marché de l'emploi et défendre ce qu'il a appris. Et pour l'entreprise, elle gagne. Pourquoi? Parce que, si on adopte un modèle comme celui-là, elle gagne en payant moins d'impôts. Deuxièmement, pour cette même entreprise, le jour où elle aura besoin d'aller rechercher des compétences, elle aura plus de facilité à se retourner vers des jeunes qu'elle a formés, puisqu'elle sait qu'elle a communiqué un savoir à cette personne et que cette personne est capable de le lui rendre. Merci, M. Onyengue. Coach, vous travaillez avec les entreprises. Dites-nous, quel est le profil type des employés recherchés aujourd'hui par les entreprises? Alors, le profil type, je dirais une ressource humaine capable d'utiliser l'outil informatique. Ah oui, ça devient indispensable. Une ressource humaine capable de prendre, j'allais dire, à bras le corps, régler les questions concernant les missions pour lesquelles la personne serait recrutée. Une personne autonome, responsable face aux missions qui seront assignées. Voilà le profil type. Outil informatique, l'autonomie, la responsabilité. Merci. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci au coach Alban. Merci à vous également, Monsieur Onyengue, pour le temps consacré à cette première phase de notre panel 1. Nous allons cette fois-ci accorder la parole aux participants. Alors, nous allons commencer par ici. Nous allons vous donner le micro, vous vous présentez et vous posez votre question aux panélistes souhaités. Merci beaucoup. Je suis Lénardin Tilou. Ma question serait sur l'orientation professionnelle. Alors, ma question va aussi intéresser le ministre de l'Enseignement supérieur. Parce que avant d'aller à l'école, à l'université Mariam Gwabi ou à n'importe quelle université, il faut d'abord chercher à savoir ce qu'on veut faire.
Et moi, quand j'ai commencé, je voulais devenir ingénieur agroalimentaire. Quand je regarde à Mariam Wabi, je ne trouve pas. Je change. Je dis, je veux faire les métiers des eaux. Je regarde Mariam Wabi, brillant. Bon, je veux faire génie civil. J'essaie le concours, je tape à côté. Je suis obligé d'aller en fac des sciences. Mais quand j'arrive en fac des sciences, j'ai fui. Pourquoi? J'ai fui parce que On peut poursuivre. j'ai fui en fac des sciences. Pourquoi j'ai fui en fac des sciences? Parce que la fac des sciences en particulier et Mariam Wabi en général était devenue obsolète. Les enseignants que vous mettez, c'est-à-dire les enseignants qui sont là, sont des vieux enseignants qui, le logiciel mental n'est pas mis à jour. Donc, Merci. est-ce qu'on ne peut pas changer ou mettre à jour les enseignants qui sont à Mariam Wabi pour que nous soyons compétitifs? Merci. Merci. La réponse immédiatement, Monsieur le ministre. Bon, merci beaucoup. Bon, moi, je m'attendais à ce qu'il me pose une question sur l'orientation et puis je vois qu'il est passé à autre chose. Mais je vais répondre aux deux choses. D'abord, l'orientation. Ce que nous voulons faire, tous les ministres des enseignements réunis, c'est de restaurer dans les lycées les fonctions de conseiller à l'orientation. Pour ça, il faut d'abord les former. Il n'y en a plus. Il y avait une filière de formation à l'ENS, elle a disparu parce qu'il n'y avait plus d'enseignants. Donc, nous travaillons avec le Maroc pour qu'il nous aide à former des conseillers et au fur et à mesure qu'ils seront formés, dans tous les lycées du Congo, nous voulons restaurer la fonction de conseiller à l'orientation pour que dès la seconde, en effet, on commence à conseiller les lycéens. Nous avons, je le répète, fait une circulaire qui impose à tous les établissements d'enseignement supérieur d'avoir en leur sein des bureaux d'information d'orientation. Ça se met en place. Le GAE l'a déjà fait. Troisièmement, nous avons l'intention de faire construire des centres d'information et d'orientation. Pour ceux qui ont été en France, moi j'y étais moi aussi, ce centre à Paris s'appelle Birakem. C'est là-bas qu'on va pour se renseigner. Et enfin, sur cette question, le nec plus ultra qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de mettre en place une application. Cette application, nous l'avons commandée à une entreprise, c'est un entrepreneur congolais, il a été payé, il a disparu. Bon, c'est pas grave, on va en trouver un deuxième pour qu'on ait cette application. Et avec l'application, dès la seconde même, on peut aller là-bas et puis avoir toutes les informations sur les métiers, ainsi de suite. Bien sûr, on s'appuiera sur des moteurs de recherche, comme a dit le ministre, divers et variés. En France, ça s'appelle Parcoursup. Ils l'ont modifié il y a 1 an. Ça a été très difficile l'année passée. C'était la première fois qu'ils testaient ça. Au Sénégal, ça s'appelle Campus Seine. Apparemment, ça marche. Donc voilà, pour moi, le nec plus ultra, c'est quand il y aura l'application, eh bien, vous trouverez là-bas toutes les informations sur les métiers qui correspondent à votre filière, vos aspirations, et aussi sur ce qui peut se faire au Congo, mais ce qui peut se faire ailleurs. Pour ce jeune, vous vouliez faire des métiers pour lesquels il n'y a pas de réponse au Congo, mais il y avait des réponses à l'étranger. Merci. Il y avait des réponses à l'étranger. Nous avons des partenariats avec des pays qui offrent des bourses aux bacheliers. Bien sûr. Non, mais évidemment, quand on entend certains, on ne fait jamais rien. Mais chaque année, nous envoyons des étudiants bacheliers et je les accompagne moi-même parfois à l'aéroport. Chaque année, nous envoyons des étudiants en Chine, en Russie, en Algérie, au Maroc, en Turquie, bientôt en Inde, à l'île Maurice, au Brésil. Et dans ces bourses, il y a des bacheliers et des licenciés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, pour ce qui concerne la deuxième partie, je suis très gêné par ce qui est dit
par ce jeune. L'essentiel des enseignants de l'université Marien Ngouabi proviennent de 3 sources. Ils sont formés soit en France, il y a un gros lot d'enseignants qui viennent de France. La deuxième source, il y a un gros lot qui vient des pays de l'Est et il y a un gros lot qui vient de Marien Ngouabi. Pour être enseignant titulaire à l'université Marien Ngouabi, c'est la règle d'or. Il faut avoir un doctorat. Une fois qu'on a le doctorat, on est assistant. Pour devenir maître assistant, il faut participer au concours d'aptitude du CAMES. Il n'est pas contrôlé par l'État congolais. Tous les pays africains francophones sont dedans. Et donc on se retrouve là-bas en compétition avec tous les autres qui sont inscrits sur la liste d'aptitude pour passer le grade. Le premier grade, c'est maître assistant. Donc il y en a qui échouent, il y en a qui sont admis et ils passent maître assistant. Ensuite, il faut encore faire des publications, faire un dossier, s'inscrire dans la liste d'aptitude, et ça peut être rejeté. Et enfin, vous allez passer le concours pour être agrégé, là où il y a l'agrégation, ou pour devenir maître de conférence, si c'est ça que vous avez choisi. Puis enfin, quand vous avez atteint ce niveau, de nouveau publications partout. Sur la base de ces publications, vous revenez pour faire acte de candidature pour devenir professeur titulaire. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Tous ces gens, qui sont tous à la base docteurs, soit de France, soit des pays de l'Est, soit du Congo, ont un problème logiciel mental. C'est sérieux, ça? Merci, monsieur le ministre. Je suis Princilia Goma. Ma question est sur 2 volets déjà. C'est de savoir pourquoi au Congo, au lieu de chercher à former ici, on préfère envoyer les étudiants à l'extérieur. C'est-à-dire que chez nous, on n'a pas de bons docteurs ou on n'a pas de bons enseignants. Pourquoi? Et je veux aussi savoir, maintenant qu'on parle de la jeunesse et de la formation, il y a les étudiants qui sont à Cuba. Pourquoi personne ne dit rien? Monsieur le ministre. Bon, le parrain va répondre. Et puis, le ministre Kibombo pourra compléter. Première partie de la question. Vraiment, très chers jeunes, vous êtes en train de me donner la démonstration que nous, gouvernement, ne communiquons pas suffisamment. Visiblement, on ne communique pas assez. Non, mademoiselle. Notre préférence de formation se trouve ici au Congo. Bien sûr. Les bacheliers congolais ont accès à l'université Marien Ngouabi. Il y a des établissements dits à concours, Faculté des sciences de la santé, l'UNSP, l'ENSAF, l'ISG, l'ICEPS. Et là-bas, on fait un concours. Les autres établissements, Faculté des arts, lettres et sciences humaines, Faculté des sciences économiques, Faculté de droit, on y entre avec le bac, sans autre forme de condition. On ne regarde pas la moyenne, pas la mention, rien. Il suffit d'avoir le bac, on a le droit d'être admis. C'est là que nous préférons former nos enfants, bien sûr. Le départ à l'étranger est une disposition complémentaire de la formation nationale. Et s'ils ne veulent pas aller à l'université Marien Ngouabi, nous avons des établissements publics. Ça commence à venir, d'enseignement supérieur. Le premier d'entre eux qui est fonctionnel, c'est l'Institut national du travail social. Là-bas, on entre sur dossier. Bientôt, il y en aura d'autres. Oui, il y en a un autre. Il y a le CIRAS, qui est un établissement d'enseignement supérieur également public. Et il y a un établissement inter-État, le CIESPAC, qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Combo par là. Et puis enfin, il y a les établissements privés. Nous sommes en train d'y mettre de l'ordre. Aujourd'hui, il y a 15 établissements d'enseignement supérieur privés qui ont l'agrément définitif, la reconnaissance du ministère. Donc, on peut aller là-bas. Alors évidemment, là-bas, on paye un peu plus cher qu'à Marien Ngouabi. Bon, ça semble rassurer les parents et les bacheliers. Il n'y a aucun problème. Ils ont la reconnaissance de l'État. Le diplôme est désormais reconnu. Et parmi ces établissements, il y en a un, je vais citer, le SGAE, qui vient d'obtenir la reconnaissance du CAMES, le même CAMES, qui est l'organe supranational qui régit
d'enseignement supérieur en Afrique. Ils ont obtenu ça pour 5 programmes de formation. Donc ici, il y a tout ce qu'il faut. À Mariengouabi, il y a 36 000 étudiants. Dans les établissements privés, il y a 16 000 étudiants. S'il y a un étudiant qui n'a pas eu de place à Mariengouabi, qui vient m'expliquer comment il a fait, parce que s'il n'a pas eu le concours, il peut aller là où il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de concours. L'inscription, les frais d'inscription à Mariengouabi, c'est 12 500. On fait pas moins cher que ça au monde. Maintenant, nous avons des pays, je vous l'ai dit, je vous les ai cités, qui nous proposent des bourses pour les bacheliers, des bourses pour ceux qui ont la licence, des bourses pour ceux qui ont les Master 2 pour aller faire des doctorats. Est-ce qu'on va les refuser? Non. On est conscient qu'à Mariengouabi, il l'a dit le jeune, il y a un certain nombre de spécialités qu'il n'y a pas. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc pour ces spécialités-là, nous sommes contents que ces pays nous accordent des bourses. C'est très strict, il y a des critères de moyenne, de mention, d'âge, ainsi de suite. Il y a une commission compliquée qui siège là-dessus. Et de toute façon, en dernier ressort, ce sont les pays qui statuent sur les listes. Donc si nous, ici, on fait les maillots, arriver là-bas, ils vont barrer les noms qui ne respectent pas les critères. Donc on est content d'avoir ça. À part les bourses dites de coopération qui sont offertes par ces pays, nous avons, depuis l'année passée, ouvert la route vers Yamoussoukro, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Pourquoi? Il y a là-bas une école de mines, il n'y en a pas au Congo. Il y a une école de TP, il n'y en a pas au Congo. Ainsi de suite. Donc, on a accepté, l'année passée, on a envoyé la première année 35 étudiants, la deuxième 35 étudiants, c'est sur concours. L'INPHB envoie une délégation ici, nous on est à côté, ils viennent avec les épreuves, on ne les voit pas nous, ils les ouvrent le jour du concours, ils reprennent les copies, ils repartent avec, et ils nous envoient la liste des admis. On n'a rien à dire. On n'a, nous, rien à dire. On publie seulement les listes. On est très heureux. Première année, 35 étudiants, enfin 35 bacheliers, deuxième année, 35, 70 là-bas. Tout le monde, les Ivoiriens en premier nous disent, les Congolais sont très brillants, on est très heureux. Merci, monsieur le ministre. Et enfin, dernière possibilité, je vais m'arrêter là, pour cette question-là. Il y a ce qu'on appelle des établissements inter-États, qui appartiennent à plusieurs pays africains. Il y a l'ESMV pour la médecine vétérinaire, c'est à Dakar. Il y a l'EAMO pour l'architecture et l'urbanisme, c'est à Lomé. Il y a l'EAMAC pour l'aviation civile, c'est au Niger. Il y a l'IAI pour l'informatique, c'est à Libreville. On entre aussi sur concours après le bac. Les épreuves viennent de là-bas. Je vais vous dire même, les épreuves, je les garde chez moi à la maison, pour être sûr que mon tata l'a tête. On vient les chercher chez moi à 6 h du matin. Et puis ça part droit pour les épreuves, fermées. Sur concours, des jeunes bacheliers congolais peuvent aussi aller là-bas. Je crois qu'on ne communique pas assez. Donc voilà ce que l'on fait, principalement au Congo, mademoiselle. Et puis, il y a un certain nombre d'opportunités complémentaires, mais il y en a d'autres pour le doctorat en France, et ainsi de suite. Je vais passer rapidement sur Cuba, parce qu'il faut en parler. Bon. Cuba. Au moment où nous parlons, il y a une mission de cadre du Trésor, des Finances, de l'enseignement supérieur qui est en train de payer 6 mois. Et après, on attend impatiemment qu'ils terminent. Il y en a qui sont en 5e année, c'est la dernière année là-bas, et on est impatient que ces jeunes finissent l'année, qu'ils rentrent ici comme médecins. Le ministre de la Santé, Madame Mikolo, les attend impatiemment. Nous avons pris l'engagement qu'ils soient tous automatiquement recrutés. Voilà pour Cuba. Merci, monsieur le ministre. Parrain de Brazza Jeunesse Forum. Le premier panel est arrivé à son terme. Merci à vous, monsieur le ministre Ibombo. Merci à vous, monsieur Onyangue. Merci à vous également, monsieur Alban Bess. Et à vous également pour votre participation. On applaudit très fort. Brazza Jeunesse Forum. Écoutez, comprendre, agir.